Je vois bien que on a laissé un peu tomber les masques parce que ça commence à nous fatiguer les masques. Ça fait un moment que ça dure, donc on commence à être fatigué. Je vous comprends. Chers amis jeunes, mesdames, s'il y a des dames, mesdemoiselles, il y a des dames, mesdemoiselles, messieurs, monsieur le président de la plateforme Agir, monsieur le vice-président, monsieur les membres du bureau de la plateforme Agir, chers amis, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au siège de la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Merci d'être là. C'est un honneur pour moi et pour notre mouvement, la Nouvelle-Côte d'Ivoire, de vous accueillir ici en nombre et en qualité. Merci beaucoup. D'habitude, quand je suis à cette place, les journalistes qui sont là peuvent témoigner, je ne lis pas, je parle. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je me suis mis à gribouiller quelque chose parce que je crois que le moment, il est important pour moi. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est très important, votre présence. Rien que votre présence. Parce que nous devons travailler ensemble. J'ai dit, nous devons travailler ensemble. J'allais presque dire que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre choix que de travailler, vous et moi, ensemble. Pour la démocratie et pour ce qu'on appelle la paix durable en Côte d'Ivoire. Parce que ce que moi je mets de la paix durable, c'est le développement partagé. Si on dit que le pays est en paix et puis qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre 2 repas par jour, pour moi cette paix n'est pas durable. Donc, pour avoir la paix durable, il faut un développement durable. En 2008, c'est-à-dire il y a 12 ans, que je me suis engagé en politique. Après avoir observé l'environnement politique, la Côte d'Ivoire, j'ai pris un risque énorme en disant, en demandant aux Ivoiriens de laisser tomber le BOG. J'ai dit, vous étiez jeune en 2008, ça fait quand même 12 ans, il y en a qui étaient au collège. D'autres étaient en 6e même, parmi, je vois les jeunes figures. J'ai dit, il faut laisser tomber le BOG. C'était risqué, mais je l'ai dit. J'ai dit aux Ivoiriens, si vous choisissez entre les 3 là, on va aller contre le mur. Je n'ai pas été écouté comme d'habitude. Moi, j'ai dit les choses, mais on m'écoute très peu. J'ai dit ça d'avance. On m'écoute très peu. De telle sorte que souvent, quand les gens ils reprennent ce que j'ai dit, on dit tel président a dit ça. Mais j'ai dit ça il y a 3 mois, au moins. J'ai dit ça. On m'a dit, oh, c'est pas normal ce qu'il dit. C'est pas démocratique. On ne peut pas éliminer les gens sur papier. On est parti. 3000 morts. Des milliers d'exilés politiques. Un président de la République emprisonné à la CPI après toutes sortes d'humiliations. Nous tous là, tous ceux qui sont ivoiriens, qu'ils furent RHDP ou autre chose, on a tous pleuré. Moi, quand j'ai vu les images du président Laurent Gbagbo,
On était au golf, mais on était dans nos chambres. Quand j'ai vu ces images-là, arrêtés, apeurés, hagards, en train de prendre une serviette d'hôtel, on sait à quoi ça sert, les serviettes d'hôtel, essuyer sa figure. J'ai pleuré. J'avais tellement honte de pleurer que je me suis enfermé même dans mes toilettes pour ne pas que quelqu'un me surprenne en train de pleurer. On ne m'a pas écouté. Et on en est là encore aujourd'hui. Le problème, c'est le même aujourd'hui. Mais moi, j'ai été nommé sous-directeur, ensuite directeur par le président Bédié. Sous-directeur en 1994 et en 1998, directeur par le président Bédié. Il faut être ingrat pour en vouloir à une telle personne qui a fait de toi directeur de l'administration. Le président Gbagbo a fait de moi le directeur général des douanes. Soit les Ivoiriens entendent directeur général des douanes. Directeur général des douanes, c'est plus que ministre. Il a fait de moi directeur général des douanes. Est-ce qu'on peut détester une telle personne? Et ce que vous ne savez pas, ou bien ce que vous avez oublié, à un moment donné, certains voulaient forcément me mettre en prison pour une affaire dont je ne savais rien. La fameuse affaire des déchets toxiques. C'est le président Gbagbo qui a dit, nous, on n'aime pas les injustices. Parce que entre le directeur général et les agents qui sont sur le terrain, il y a au moins 5 niveaux hiérarchiques. Est-ce que si un policier commet une bavure à un carrefour, on dit au directeur général de la police de démissionner ou on le met en prison? Mais il s'est opposé et lui et Mme Simone Gbagbo se sont opposés à cette injustice. Est-ce qu'on peut en vouloir à une telle personne? Le président Ouattara, il a fait de moi en 5 ans 3 fois ministre. 3 fois. Ce n'est pas n'importe quel ministère, fonction publique et réforme administrative. Après, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Finalement, ministre de l'habitat et du logement social. Est-ce qu'on peut en vouloir à une telle personne? Non. Je n'en veux pas à ces personnes. Mais je pense à mon pays. Et je pense que la démocratie est aussi utile pour un pays que l'air, l'oxygène pour un homme. S'il n'y a pas d'oxygène, on meurt. S'il n'y a pas de démocratie, un pays se meurt. Moi, je suis prêt. Il nous faut travailler ensemble. Parmi tous les hommes politiques, moi j'ai un profil assez particulier. J'ai été de l'administration, pas dans le privé. J'ai travaillé que dans l'administration. C'était mon choix. À notre époque, on avait à choisir entre les banques, les assurances et l'administration. Nous, on a choisi l'administration. Il n'y avait pas de concours pour entrer à l'ENA. On a choisi l'administration. J'ai été muté en complément d'effectif à la douane. Chef de service. Avant ça même, chef de service adjoint. Chef de service. Sous-directeur. Directeur. Conseil du directeur général. Directeur général. Ministre. J'ai jamais sauté de classe. Et tout ça. Ce qui se passe, je suis au courant de ce qui se passe en bas et je sais ce qui se passe en haut. Et même ce qui se passe au milieu, là, je suis informé aussi. Nous devons mener le combat de la démocratie. Ce qui se passe là, ce n'est pas la démocratie. Mais on ne peut pas accepter. Peut-être qu'on n'a pas la force de s'opposer à ça. Mais c'est inacceptable. Une commission électorale indépendante,
elle n'a rien d'indépendante. Il y a un candidat. Il est président, mais il est candidat. Il est surreprésenté. Les autres candidats sont un peu représentés. Et il y a certains candidats qui ne sont pas représentés du tout. Mais c'est le résultat qu'on a eu à la fin. Celui qui est surreprésenté, le président, il a été retenu. Le président Afi, il est représenté, il a été retenu. Le président Bédier, il est représenté, il ne veut pas y aller, mais on a prévu qu'il soit représenté. Il a été retenu. Vous allez me dire, et Kakabe, mais Kakabe, on est au courant, c'est un doublon. C'est le doublon de la candidature de Ouattara. Je me demande même pourquoi des gens ils dépensent de l'énergie à s'occuper de cette candidature. C'est la même candidature. Le président Ouattara veut battre son record de 2015. Il a besoin, quand vous savez, quand il y a un athlète qui veut battre un record du monde, on lui met un lièvre. Mais c'est le lièvre. Il lui faut ça. Il lui faut un lièvre. Je crois qu'Akabe même le sait. Qu'il est juste un lièvre pour légitimer une élection. Donc c'est la configuration de la commission électorale indépendante au début là qu'on a eu à la fin. Le fichier électoral. Le fichier électoral à Côte d'Ivoire, c'est 7,5 millions pour une population de près de 26 millions d'habitants. Le Ghana, avec, je crois, 32 millions, ils ont un fichier électoral de 16 millions. Si on fait un sondage là, même vous qui êtes engagés, il y a beaucoup qui ne sont pas enrôlés. Mais ça, c'est la responsabilité de l'État et la commission électorale de faire en sorte que ceux qui sont en âge de voter, de mettre en place les conditions pour que cela figure effectivement. On ne peut pas dire non, ils ne sont pas venus. Non. Il faut faire en sorte qu'ils viennent. Pour qu'il y ait une vraie démocratie. Le fichier électoral, ce n'est pas la démocratie. Le code électoral, ce n'est pas la démocratie. C'est un code qui est illégal. Moi, j'ai pensé jusqu'à la fin, je le disais à mes amis, j'ai dit, le Conseil constitutionnel ne pourra pas. Parce que c'est des juristes et des magistrats. Ils ne peuvent pas travailler avec un document qui est illégal. Parce que le code électoral ne peut pas être une ordonnance. Ça ne peut pas être une ordonnance. Parce que pour que le président prenne une ordonnance, il faut que le Parlement lui donne l'habilitation. On s'est battu à l'Assemblée nationale plusieurs fois. Quand il envoyait des textes, des ordonnances, les députés de l'opposition et certains députés même éclairés du RHDP disent non, ça c'est pas le domaine dans lequel le Parlement vous a donné le droit de légiférer par ordonnance. Donc moi j'étais persuadé que ces magistrats, ils ne peuvent pas prendre cette ordonnance. Donc il vient donc, qui est un projet d'un candidat, c'est-à-dire un candidat qui fixe seules les règles de l'élection. Le Conseil constitutionnel, il ne peut pas. Non, moi je pensais qu'ils n'allaient pas pouvoir. Et les juristes l'ont dit. Le Conseil constitutionnel ne peut pas accepter la violation de l'article 22 de la Constitution. L'article 22 dit quoi? Nul ne doit être forcé, c'est-à-dire contre son gré, nul ne doit être forcé à l'exil. Oh là, le président Gbagbo, il veut rentrer. Je parle de lui en tant que candidat, il y en a beaucoup d'autres. Il veut rentrer chez lui, on dit non, il n'y a pas de passeport. Non, il est obligé de rester là-bas. Pire, il est membre de plein droit du Conseil constitutionnel, même s'il n'était pas candidat. Et le Conseil constitutionnel dit, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas accepter sa candidature parce qu'il n'a pas démissionné. Mais il n'a pas démissionné. Est-ce que vous l'avez convoqué pour venir siéger? Les juristes l'ont dit.
Donc, il y a violation de la Constitution. La plus grande violation, c'est l'article 54. 55 ou 54, je ne sais plus, à force de se promener dans les articles. Et qui dit, c'est un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et que le président et le RHDP disent, c'est une nouvelle république. Mais nous, on leur demande, la nouvelle république a commencé quand? En novembre 2016. Avec un ancien président. S'il y a une nouvelle république, il aurait fallu au moins un nouveau président. Si on a continué avec un ancien président, c'est que la Constitution dit qu'on peut continuer avec un ancien président. Que son mandat ou ses mandats et ses mandats sont valables dans la nouvelle république. Donc, si aujourd'hui on dit que c'est un nouveau mandat, c'est le premier mandat de la nouvelle république, ce n'est même pas au président Bédié d'appeler à la désobéissance civile. C'est-à-dire que depuis longtemps, on n'aurait jamais dû reconnaître ce président. On a fait 4 ans comme ça, sans président. Quelqu'un s'est pris pour le président de la nouvelle république. Mais la désobéissance, ça veut dire quoi? C'est un français simple, ne pas obéir. On ne peut plus obéir à quelqu'un. Président. Tous ceux qui ont obéi à ce président, heureusement que je suis sorti du gouvernement avant ça, mais ceux-là, on peut les traduire un jour devant la justice. Je vous rappelle que quand on était au Golfe, qu'à partir du moment où le président Ouattara a estimé que c'est lui qui a été élu, dès qu'il est arrivé au palais, le premier décret qu'il a pris, je l'ai appliqué en tant que ministre de la fonction publique. Tous les actes qui ont été posés entre son élection, la date de son élection c'était en décembre, et jusqu'à avril, tous les actes qui ont été posés par le président Gbagbo ont été annulés. Et j'ai dû rayer de la liste de la fonction publique des gens qui ont passé des concours en janvier, en février, ils ont été admis. J'ai dit, ce concours-là n'existe pas. Le président a pris un décret pour annuler tous les actes qui ont été posés. Donc nous devons annuler tous les actes qui ont été posés depuis l'avènement de la nouvelle constitution. Les institutions doivent être annulées. La CEI doit être annulée. Le Conseil constitutionnel doit être annulé. C'est ça la désobéissance civile. La désobéissance civile, ce n'est pas la violence. On dit non, ils veulent détruire ce que le président Ouattara a construit. Mais les amis, même si je vous dis aujourd'hui là, je suis avec vous, allons détruire. Est-ce qu'on peut détruire Goudron? Vous êtes jeune, vous êtes fort. Est-ce qu'on peut détruire Pont? On va détruire quoi? Est-ce qu'on peut détruire le chômage qu'on a créé? On va détruire quoi? Est-ce qu'on peut détruire la dette? Dette qui a augmenté. Qu'est-ce qu'on va détruire, qu'il a construit, que nous devons détruire? Moi, je ne sais même pas. On ne peut rien détruire. Nous, on parle. On espère que ce sont des Ivoiriens. À un moment donné, ils vont comprendre qu'on n'est pas des hommes violents. Le parrainage. Le parrainage. Qu'est-ce que c'est ça? Depuis qu'on a créé le parrainage, j'ai dit que c'est pour couper des têtes. Que c'est un faux plan. Mais on est là. Normalement, la CEI, ou je ne sais pas si c'est le procureur de la République, devait être en train d'arrêter tous ceux qui ont parrainé plus d'un candidat. Ils sont au moins 50 000. Et le code électoral, l'ordonnance la prévoit qu'ils aillent en prison pour 1 mois à... Quoi? 1 an. 1 an. Ils doivent faire 1 an de prison.
Ils sont au moins 50 000. Madou Balié et moi seulement, ça fait 10 000. 12 000 même. Moi, j'ai 4 000, il a 8 000. Ça fait 12 000. Mais ceux qui ont été retenus, ça ne veut pas dire que leur parrain là, ils n'ont pas parrainé d'autres personnes. Donc, quand tu prends le RHDP ou Ouattara lui-même, Bédié lui-même, il faut construire. Il y a des régions qu'il va falloir transformer en prison. Mais est-ce qu'ils sont en train de les arrêter? Ils ont fait ça juste pour éliminer les gens, c'est pas pour appliquer. S'ils voulaient appliquer là, ils allaient commencer déjà à arrêter les gens avant qu'ils ne fuient. C'est le contraire de ce qu'on appelle une élection transparente. Parce qu'on te dit que M. Kofi, on ne dit même pas le nom, on dit tu as eu 12 parrainages. Tu ne sais même pas qui a parrainé 2 fois. Tu ne sais pas. C'est eux seuls qui savent. Le jeudi, nous, on nous a écrit pour dire vous avez satisfait au parrainage dans 12 régions. Sur les 18 régions que vous avez données, vous avez 547 parrains que vous devez remplacer pour atteindre les 11%. 547. C'est ça, non? Parrains que tu veux pour atteindre les parrains, le quota de parrains dans 18 régions. Parce qu'on a donné 18 régions. Le jeudi, 547 parrains. Le samedi à 10 h, on leur envoie 1559 pour remplacer les 547 pour être complet dans 18 régions, pas dans 17. Le lundi, ils nous disent non, non. Vous là, on vous parle, vous ne comprenez jamais. On dit vous ne devez pas aller aux élections. Tu nous envoies 1500 parrains, on va faire quoi avec? Maintenant là, comme tu es voyou, on va te dire, c'est 10 régions. Quand tu as donné 12 régions, tu n'étais pas content. Maintenant, on te donne 10. C'est-à-dire que les mêmes nous disent le lundi que non, vous n'avez pas satisfait à 10 régions. Alors qu'ils avaient dit le jeudi qu'on avait 12 régions. Mais est-ce qu'on peut accepter? On ne peut pas accepter. Donc, on ne peut pas accepter. Le Conseil constitutionnel, Martial en a parlé. Conseil constitutionnel, bon, on n'a pas avancé, la démocratie n'avance pas. Qui viole plusieurs fois la Constitution, empêche des gens de venir dans leur pays, ne respecte pas la limite de mandat. Tous les juristes, à commencer par ceux qui ont écrit la Constitution. Je me rappelle encore, comme c'était hier, le président, le ministre Sansan, qui disait, il dit, vous savez, dans tous les pays où les présidents ont voulu modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir, ils l'ont fait avant l'élection. Vous vous rappelez? Qu'ils ont fait ça, ils ont modifié avant l'élection. Si le président Ouattara voulait se maintenir, il allait le faire avant l'élection. C'est parce qu'il ne veut pas se maintenir qu'il le fait après l'élection. Ce n'est même pas la peine de subodorer. Bon, on apprend toujours. En Côte d'Ivoire, on n'enrichit pas son vocabulaire en classe, hein, c'est en politique. Si vous voulez comprendre français, c'est en politique, les nouveaux mots sortent. Subodorer. Vous n'allez pas subodorer. Mais les juristes disent une loi là. Une loi, quand on prend une loi pour l'appliquer, il faut prendre tout le contexte, c'est-à-dire la préparation de la loi au Parlement jusqu'à sa promulgation. Il faut prendre tout ça. Donc, on a rassuré les députés de Côte d'Ivoire et à travers la population ivoirienne que cette constitution ne servira jamais à un président de faire 3 mandats. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Donc, moi, je vous dis, ce combat-là, il faut qu'on le mène ensemble, légalement. Hein? Légalement. Parce que dès qu'on utilise le mot combat, les gens disent la violence, l'ivoirité, ils veulent tuer les gens, ils veulent empêcher les Ivoiriens de vivre. Bon. Ils veulent détruire les goudrons.
Mais goudron, c'est pour ceux qui ont voiture. Les piétons là, quand il fait chaud là, va marcher sur le goudron, tu vas voir. Les gens disent, ils ont faim. Tu dis, tu penses aux gens qui ont voiture, goudron. C'est pour les gens qui vont à Assini. Bon, donc, on va saisir. Moi, je compte sur vous. Il faut qu'on saisisse. Si on est ensemble, même si je ne suis pas vous, tel que vous êtes là, l'Union africaine, ici, l'ONU est là. Allez demander à rencontrer Chamal. Moi, j'ai écrit, il ne veut pas me rencontrer. Là, c'est des hommes, hein. Quand ils arrivent, on leur dit, voilà ce que tu dois rencontrer, voilà ce que tu ne dois pas rencontrer. Et si tu vas rencontrer celui-là, il va te dire que nous, on n'existe pas. Il ne faut pas le rencontrer. Il n'existe pas depuis 2016. Il n'existe pas. Donc, allez les rencontrer. L'Union africaine est là. Allez leur démontrer par A plus B que cette élection-là, c'est pas bon. Que les institutions là, elles sont pas bonnes. Moi, j'ai un projet. J'ai un projet. Mais si ce projet-là, qui s'appelle la Nouvelle-Côte d'Ivoire, parce que la Nouvelle-Côte d'Ivoire, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est juste un projet pour les personnes de bonne volonté. Il n'y a pas d'autre voie. Notre projet s'intitule un Ivoirien, une formation de qualité et un emploi bien rémunéré. Il n'y a pas d'autre voie que ça. Les gens veulent construire des pays avec des taux de croissance. Mais c'est facile. Si tu envoies les Chinois, les Bolloré, les Bouygues construire des routes et des ponts, mais ta croissance augmente. Sauf que ce n'est pas les Ivoiriens qui travaillent. Si c'est les Ivoiriens qui travaillaient, ils seraient de plus en plus riches, il y aurait moins de chômage. Alors nous disons, un Ivoirien, une formation de qualité et un emploi bien payé. Mais la formation de qualité, elle coûte cher. Vous savez, aux États-Unis, Martial peut vous expliquer, tu n'as pas 50 000 $, tu ne peux pas faire l'université. Raconter aux gens que l'école est gratuite, mais c'est n'importe quoi. Il faut que quelqu'un paye. Si c'est gratuit, c'est que ça vaut rien. Si c'est vraiment gratuit, c'est que ça vaut rien. Ça coûte cher. Ce que nous, on propose, c'est que jusqu'en troisième, qu'on interdise les effectifs au-delà de 35 élèves. C'est interdit par la loi. Tu ne peux pas faire une classe plus de 35. À partir de là, parce que tu as une classe de 35, tu as été bien formé, tu sais lire, écrire, t'exprimer, calculer, résoudre des problèmes. Mais après ça, là, tu vas à l'école pour apprendre un métier. Ce n'est pas pour chercher un diplôme, tu vas pour apprendre un métier. Je dis bien un métier. Après la troisième, 3 ans après, tu as un BT, brevet de technicien. 3 ans plus tard, tu as un BTS, brevet de technicien supérieur. Tu peux commencer à encadrer des équipes de techniciens. 3 ans encore après, tu deviens ingénieur. Si tu veux continuer, tu es dans la recherche, tu es docteur, mais tu dois avoir un métier. Vous comprenez? Tout le reste, c'est-à-dire que ce métier, vous l'apprendrez dans un établissement d'enseignement technique et professionnel. Il y aura 2 au moins par département. Ça, ils vont remplacer, ces établissements vont remplacer les lycées dits modernes. Il y en a un à Boutro.
On fait tout dedans. On peut faire la chasse, la goutille, les souris, tout ça. Je ne vois pas ce qu'il y a de moderne. Et ils n'ont pas de professeur de maths. On dit lycée moderne. Donc, après la troisième, tu vas dans un établissement d'enseignement technique et professionnel. Tu deviens technicien, technicien supérieur, ingénieur. Tu peux continuer dans la recherche, etc. Vous comprenez? Maintenant, les autres matières, là, ce que vous aimez bien, là, RHCOM, criminologie, ça, cette formation sera numérisée. Ça veut dire, tu vas apprendre un métier, le soir, tu as ça sur fichier. Le cours, tu as ça sur fichier. C'est pas la peine de dire, mais on dit enseignement en ligne, est-ce qu'on a connexion Internet? Non. Ça est sur une clé USB que tu télécharges le cours et tu regardes. Donc pendant que tu deviens, tu es un technicien supérieur en électricité. Là. Si tu veux, tu as un master 2 en droit en ligne. C'est pas la peine d'aller à l'école, s'agglutiner dans un amphithéâtre pour que quelqu'un vous dise un cours que lui-même l'a copié quelque part. Donc, je vous dis, on a créé entre 2000, ouais, les témoins, entre 2001 et 2008, on a fait la douane ivoirienne une référence mondiale. Les gens venaient copier. On va faire de l'école ivoirienne une référence mondiale. C'est le type, il a un master de droit, de sociologie ou de criminologie, mais il est ingénieur, il a un métier, il est ingénieur dans les métiers du bâtiment, dans les travaux publics, dans les métiers de l'agriculture, de l'alimentation. Oui, nous on va créer école de cacao. Tu apprends à planter cacao et puis tu apprends à faire du chocolat. Quand on dit tu es sorti de l'école du cacao. Voilà. Et c'est les meilleurs qui vont enseigner. Ça c'est un des paradoxes ça, en Afrique et en Côte d'Ivoire. Ça dit on prend les gens qui ont cherché travail partout, ils n'ont pas eu. C'est eux qui deviennent enseignants. Non. Les enseignants, ça doit être les meilleurs. C'est-à-dire le type, il est premier de la classe. Quand on dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je vais enseigner. Parce qu'ils ont les meilleurs salaires. Le meilleur salaire. C'est les meilleurs qui vont enseigner. Moi, j'ai jamais vu un endroit où on apprend les arts martiaux et puis on prend les ceintures jaunes. Non. C'est les gens, quand ils ont eu plusieurs dames. C'est eux qui forment ceux qui arrivent. Tu prends quelqu'un qui a échoué, qui a eu la maîtrise en 10 ans, il a cherché le travail, il n'a jamais eu. Il dit non, toi tu vas aller à l'enseignement. Comme tu as échoué 4 fois au BTS, tu vas encadrer maintenant ceux qui veulent faire BTS. C'est quel problème? Donc, vous voyez, chers amis, c'est une cohérence. Cette formation, le coût est élevé. Créer des établissements d'enseignement technique et professionnel à la place des lycées modernes, ça coûte peut-être 10 fois plus cher. Et c'est pour ça que nous, on va éradiquer la corruption. Parce que si la corruption, tant que la corruption existe, tu n'auras jamais les moyens de créer cette école. C'est pour ça que je vous dis, faut mener la lutte, mais ne vous trompez pas. Vous allez ailleurs, au bout de 6 mois, vous allez dire, mais au tout compte fait, on a mené la lutte, mais celui qui était là, il était pas mal. Hein? Parce que celui que vous allez avoir, il peut être pire. Regardez nos amis maliens, ils ont mené une lutte qui peut nous inspirer. Mais aujourd'hui, président là même, sont français. C'est pour ça que quand tu vas aller quelque part, tu veux mener une lutte, il faut savoir où est-ce qu'elle va t'amener. Alors, quand on a fait cette école, c'est pour que tous les Ivoiriens travaillent. Tu veux qu'un pays soit prospère et tes forces vivent, les jeunes, ceux qui peuvent travailler, la moitié à la maison.
mais tu auras la moitié de ta richesse. Ce n'est pas évident pour vous ça. Mais la Côte d'Ivoire est en voie de développement ou sous-développée parce que la moitié des jeunes travaillent ou bien seulement se jeter noyer dans la Méditerranée. On a besoin de tout le monde. Il faut former tout le monde pour que chacun participe à son niveau à l'enrichissement du pays. Pour produire ce que nous consommons. Hein? Les chaussures que vous portez là, il faut qu'on produise ça. Les téléphones portables, il faut qu'on produise ça en Côte d'Ivoire. Pour produire ce que nous consommons et pour vendre aux autres ce que nous produisons. C'est la définition de la richesse. Si tu ne produis rien, tu es pauvre. Si tu ne vends rien, pardon. Être riche, s'enrichir, c'est vendre quelque chose. Si tu ne vends rien, tu es pauvre. Hein? Si tu es riche, cherche à vendre quelque chose. Et en temps, cherche à produire ce dont tu as besoin. Si tu es riche. Mais un pays, on importe la viande. On importe du riz. On importe du lait. On importe habits. On importe chaussures. On importe téléphone. C'est quoi même on importe pas? Même chocolat. Donc, c'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. C'est un changement de paradigme. Parce qu'il y a longtemps, certains parmi vous, je pense à Martial, il y a longtemps vous luttez. Il y a longtemps vous luttez. Quand vous avez fini la lutte là, vous confiez le bébé à quelqu'un que lui-même il ne sait même pas pourquoi. Lui aussi il est dans la lutte. Il a lutté avec vous, mais il ne sait même pas pourquoi il luttait. C'est comme ça que naissent les Kafissa. Donc, vraiment, j'ai parlé longtemps parce que ce n'est pas tous les jours que vous allez venir ici. Et cette lutte, toute l'opposition est ensemble. Donc, je suis forcément avec vous. Mais je suis obligé, en tant qu'aîné, en tant que parent, de vous dire, la lutte ne se nourrit pas d'elle-même. C'est-à-dire, une lutte qui est bonne, c'est qu'elle sait où elle va. Il ne faut pas qu'on lutte et puis on se dit, mais pourquoi on a fait ça même? En ce moment, c'est trop tard. Vous allez être obligé de vous allier à ceux que vous avez combattus pour combattre maintenant celui que vous avez mis dessus. Que je fais, c'est compliqué. Hein? C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Donc, Martial, je voudrais m'arrêter là. Vous avez dit que c'est un premier rendez-vous. Nous allons approfondir les choses, lui donner un contenu avec des détails bien précis pour qu'on ne se perde pas en chemin. Donc, merci beaucoup pour votre visite. Merci à tous les présents. Je salue la presse qui est là et qui est toujours disponible. Qui est toujours disponible pour tout le monde. Il va falloir que vous définissiez à un moment donné quelle lutte aussi vous voulez mener. Voilà, parce que les unes là, il faut les utiliser à bon escient. Hein? Tous les sorciers sont sur vos unes, donc on n'avance pas. En tout cas, merci beaucoup. Moi, à chaque fois que je vous ai sollicité, vous avez été là. Merci. Oui, je pense. Bon. Oui, je crois qu'avec les amis, on a convenu de prendre une ou deux questions au grand maximum. Voilà. Comme j'ai parlé longtemps, donc évidemment les questions... Nous allons prendre deux questions seulement. Oui, bon.
médias numériques a pu s'appeler. On veut retenir quelque chose de cette rencontre. Qu'est-ce qu'on retient exactement de façon concrète? Pour appuyer sa question, président, oui. pour le journal interne. Oui. Président Aïpo, président Yemé Bouna. Ah. Aujourd'hui, président Aïpo, vous êtes à la Nouvelle-Côte d'Ivoire. On retient quoi? Vous venez faire, je ne dirais pas allégeance, mais vous venez pour appuyer la Nouvelle-Côte d'Ivoire dans sa lutte. Ou bien quoi? La question est transversale. Ouais. Ouais, moi je vais répondre. Ou bien quoi? En fait, c'est ou bien quoi? C'est dans le sens de la désobéissance civile, puisque hier a été, disons, le socle de la désobéissance civile, puisqu'il y avait des meetings éclatés hier, concrètement. Bon. Je vais juste commencer par mon entendement la désobéissance civile. Hier, il y a eu des meetings. Ce n'est pas la première fois que l'opposition fait des meetings. Il y a des meetings éclatés, mais il y a eu des meetings. Ça, ce sont des meetings. La lancé ce mot d'ordre de désobéissance civile. Ben, bien entendu, j'étais là aussi. Il n'a pas dit tel jour, on va commencer la désobéissance civile. Parce que pour moi, la désobéissance civile, là, c'est de désobéir. Chacun reste chez lui à la maison. Les fonctionnaires ne vont plus au travail. Et Ouattara lui-même, s'il se rappelle, il a lancé un tel mot d'ordre à partir du Golfe. Donc, ce n'est pas un crime. Il a lancé ça à partir du Golfe. Parce qu'il a trouvé que le président Gbagbo n'était pas légal. Il n'avait aucune légitimité, il fallait lui désobéir. Donc, nous, on considère que s'il sollicite un premier mandat, c'est qu'il a encore, depuis là, il a pris le titre de président de l'ancienne République. Donc, c'est le moment là ou jamais de désobéir. Ça veut dire de ne plus le considérer comme notre président. Tu ne vas pas au travail, on t'appelle, tu ne viens pas. Est-ce que c'est possible? Hein? La désobéissance civile. Est-ce que c'est possible? C'est ce que nous, on veut faire. Chacun, voilà. On va désobéir. On va demander, je pense que le président Bédier, à un moment donné, va dire, top départ. Maintenant, on commence la désobéissance civile. C'est une grève. C'est comme une grève. Hein? Vous n'avez jamais vu une grève? Voilà. On ne va pas au travail. Et puis on dit à tous ses amis, n'allez pas là-bas. Si c'est ta femme, tu dis, tu vas là-bas, je te divorce. Non, tout le monde s'y met. C'est ça la désobéissance civile. Donc c'est juste, maintenant la question s'adresse surtout à mes amis. Qu'est-ce que vous devez retenir de leur visite? Hein? Quand le poisson est là, ou bien quand le chapeau est là, la tête ne porte pas... La tête ne porte pas le genou. Merci beaucoup. Non, c'est quand le chapeau est là, la tête ne porte pas le genou. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on retient clairement de notre visite? 3 choses. La première, c'est que nous sommes venus saluer le ministre et reconnaître en lui une valeur sûre de notre pays et quelqu'un avec qui nous souhaitons approfondir les réflexions. Et comme vous l'avez constaté, le ministre est allé dans des profondeurs. Il a fait des propositions en ce qui concerne l'enseignement. Vous voyez, si on devrait déjà commencer le débat, il allait être très houleux. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat, parce que moi-même, je suis enseignant. Vous voyez, je fais une thèse en anglais, je suis Dida, né de père et de mère, eux-mêmes nés Dida, de 4 générations. J'ai fait ma thèse à School of Oriental and African Studies de Londres, et je l'ai fait avec une mention, avec possibilité de publication. Ça veut dire que si moi, je suis enseignant aujourd'hui, c'est parce que je suis l'un des meilleurs de ma génération. Vous voyez?
Et donc, je crois que nous voulons, avec le ministre et d'autres camarades de notre génération et nos aînés directs, réfléchir à l'après. Parce que nous considérons que ce qui est là, c'est déjà un système qu'il faut oublier, qu'il faut changer. Donc, premièrement, nous sommes venus le saluer et lui dire qu'on veut qu'ensemble on réfléchisse et qu'on fasse des propositions. Deuxièmement, comme vous avez posé la question sur les perspectives, nous, on va répondre. La lutte, là, nous, ça n'a pas de secret pour nous. Vous voyez, quand on parle de désobéissance civile, nous, ça nous fait rire. Nous avons été clairs, nous avons dit qu'il fallait structurer et programmer. Je crois que c'est ce que le président Bédié a dit. Et nous sommes dans l'opposition, nous attendons donc l'exécution de cette programmation et de cette structuration-là. Alors, nous sommes en train d'échanger aussi avec lui parce que pour qu'une lutte qu'on mène, soit efficace, il faut qu'elle ait un sens pour tout le monde. Vous voyez, l'indignation qui est le résultat du travail de conscientisation est le travail que nous devons faire. Mais tant qu'on n'a pas compris, par exemple, ce que ça veut dire, il est évident, comme tout à l'heure Rassan le disait, on ne comprend pas. Donc pourquoi, si on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, notre objectif, c'est de vraiment expliquer. D'expliquer aux jeunes, par exemple, que dans le cadre de cette lutte-là, ce dont il s'agit, c'est de faire en sorte qu'après le 31 octobre, il n'y ait pas 100 000 candidats pour 400 postes à l'ENA. Vous voyez? De telle sorte que les 100 000 qui ont été grugés par l'État, parce que pendant cette procédure, on sait ce qui se passe. On leur demande de payer des réseaux, on leur demande de faire des tests, comment on appelle ça, de santé, alors qu'il n'y a que pour 400 personnes qu'on devait faire ces tests-là. Donc ce que nous sommes en train de dire aux Ivoiriens, c'est que la Côte d'Ivoire qui est en train de venir là, il faut qu'ils y contribuent. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils sont obligés de mener ce combat. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour le ministre Nyamien Kona, ce n'est pas pour moi Hippo, ce n'est pas pour Bédié, ce n'est pas pour Ouattara. C'est pour que chacun d'entre nous se reconnaisse dans la République qui est en train de venir. C'est une occasion inouïe que nous avons. Et c'est en expliquant aux uns aux autres les intérêts que chacun a dans cette alternative-là que le mot d'ordre peut avoir un sens. Vous comprenez? Donc, lorsque le ministre est en train de faire la démonstration de ce qu'on veut pour demain, chacun doit se reconnaître là-dedans. Et ce sont ces propositions qui peuvent justifier l'implication des masses. Tant que les masses ne sont pas impliquées, ça devient une question élitiste. Et je crois que la deuxième leçon que nous devons retenir de nos visites, c'est qu'il y a des projets. Ces projets doivent être discutés, doivent avoir un contenu et être expliqués aux masses populaires pour qu'elles se sentent concernées et qu'elles considèrent qu'en réalité, même ce mot d'ordre-là, c'est d'abord elles qui doivent l'appliquer. Parce que jeunes, parce que chômeurs, parce que paysans, parce que ceci et cela, ce que nous souhaitons, c'est le changement. C'est donc donner du contenu à ce changement-là que nous sommes venus discuter. C'est pour ça que nous sommes venus discuter avec le ministre. Maintenant, le troisième point, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une société de connivence. Nous sommes dans une société de connivence et c'est cette société-là qu'il faut combattre. Je crois que le ministre fait partie des gens qui combattent le système. Et vous le savez, notre propre histoire le dit. Nous avons été des enfants, par exemple, moi personnellement, du système. Mais j'ai considéré qu'il fallait faire la rupture épistémologique avec ce système-là. Et donc, à partir du moment où tous ceux qui sont concernés peuvent se regrouper, c'est là qu'ils peuvent avoir la force. Parce que dans ce combat, il y a plusieurs niveaux. Il y a ceux qui veulent qu'il y ait le changement par rapport à leurs intérêts personnels, et puis il y a ceux qui veulent qu'on mène un combat structurel qui va inclure un changement radical dans le système ou créer un nouveau système. Et donc, nous sommes en train de jeter les bases de cette alliance stratégique-là, de tous ceux qui se sentent concernés. Nous avons rencontré un certain nombre de leaders, nous avons d'autres rencontrés, surtout certains aînés comme ceux de nos générations, et c'est là que je vais finir. Et puis, après, on fera le point et on mettra en place une plateforme qui va nous permettre d'être efficaces et de conduire le combat. Peut-être que le combat peut ne pas s'arrêter au 31 octobre, mais ce combat doit continuer parce qu'il s'agit de créer une alternative sociétale.
un projet qui puisse permettre aux Ivoiriens de dire, moi je choisis ça, parce que demain, dans 10 ans, je ne veux pas qu'on ait une commission électorale instrumentalisée. Et je veux une commission électorale véritablement indépendante. Je ne veux pas un conseil constitutionnel instrumentalisé, je veux un conseil constitutionnel qui est indépendant. Vous voyez? Et c'est à ce moment-là que cette force-là qui va naître de ce combat va pouvoir avoir des possibilités de donner des options aux Ivoiriens. Donc nous sommes dans le commencement d'un processus. Voilà un peu, monsieur le ministre, ce que nous sommes venus. Donc si on veut retenir, nous sommes au commencement d'un long processus de combat de changement alternatif dans notre pays. Nous avons identifié un certain nombre de cadres qui sont certains, pour certains, nos aînés, certains de notre génération, et nous voulons que dans le cadre de ce combat contre l'imposture du troisième mandat, nous nous structurons pour ne pas que demain, on fasse un quiproquo. Voilà. Maintenant, il y a un dernier petit point que je voudrais dire, monsieur le ministre. Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé des KKB, comme doublon. Voilà. Je voudrais vous rassurer. Je pense que le jeune homme que je connais est suffisamment intelligent. Voilà. Moi, je crois qu'il est très intelligent et peut-être qu'à un moment donné, on est ce qu'on appelle dans ce pays-là, dans le zégrimaillot. Le zégrimaillot, c'est là, voilà, c'est là de faire croire aux gens ce que toi, tu ne penses pas et qu'eux, ils pensent que toi, tu crois. Je pense, à mon avis, que nous sommes dans un zégrimaillot. Parce que nous sommes ici, et c'est ça, la vérité, dans un combat générationnel. Si, par le passé, on pouvait permettre ce genre d'options, aujourd'hui, on ne le peut pas. Parce que dans tous les cas de figure, le 31 règle un certain nombre de questions générationnelles. Qu'on ait une élection, qu'on n'ait pas une élection, on passe à une autre étape. Et en ce moment-là, nous sommes ici, dans cette dynamique-là. Je crois que la place des KKB est au sein de notre génération. Et non pas dans le cadre d'une lutte d'individus qui relève de l'ancienne génération. Et je pense que, comme c'est mon neveu, puisqu'on est parenté, je pense qu'on a déjà eu une première rencontre et il a été clair, il a besoin d'être respecté. Et moi, je le respecte. Et c'est parce que je le respecte que je sais que tôt ou tard, il va nous rejoindre. Voilà, je suis clair là-dessus. Parce que après, non, je vous le dis, parce que après, les anciens seront partis et nous, on sera là. Et on va se regarder. Et je ne crois pas que ce soit utile. Non, vous savez, je ne vais pas vous répéter ce que... Vous voyez, nous, on a toujours dit aux gens, vous voyez, les Ivoiriens sont fantastiques. Je ne vais pas vous choquer. Hein? Je ne vais pas vous choquer. Mais quand vous prenez la route, parce que le ministre disait tout à l'heure qu'il ne faut pas, on ne va pas détruire le goudron, mais le caractère des Ivoiriens se retrouve sur la route. Vous êtes dans une voiture, quelqu'un vient derrière, il vous dépasse et puis il veut que vous lui cédiez la place pour que lui, il se mette là. Les Ivoiriens sont comme ça. Chacun pense qu'il est plus malin que l'autre. On est dans ça. Donc moi je crois qu'à un moment donné, le 31, c'est tout ça, ce que ça veut dire. Après le 31, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans la perspective où chacun pense que je suis plus malin que l'autre et que je vais faire quelque chose de plus bon à la fin. Non. Il faut qu'on fasse un choix de société. Soit on est honnête et puis, par exemple, on prend des positions et on les assume. Soit on est malhonnête et puis on assume les conséquences de notre malhonnêteté, comme on le dit. Mais je ne crois pas qu'après le 31, on soit encore dans la logique des égrémaillots et des malhonnêtes. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que tout ça là, ça prenne fin. Tout ça là, ça prenne fin. Parce que tant que ça ne prendra pas fin, effectivement, la Côte d'Ivoire va toujours se retrouver à régler les mêmes problèmes. Et nous, on est fatigués de ça. Hier, je disais aux camarades de la FESI, quand il y a 30 ans, moi j'écrivais le manifeste, je n'avais jamais imaginé que 30 ans après, on serait en train de parler de commission électorale. J'avais pensé que là où on est en train de parler aujourd'hui, on serait en train de parler de développement, de perspectives, je veux dire, au niveau scientifique, parce que je sais que nous, notre génération, moi j'étais en classe de CM1, CM2, quand le président de la République a dit qu'il voulait une génération, il voulait une école où on fabriquait des scientifiques. Quand je suis arrivé en classe de terminale,
les terminales D, les terminales C étaient majoritaires au lycée moderne de Divo. Pour dire quoi? Pour dire que les jeunes Ivoiriens ont pris le mot d'ordre du président et ont transformé leur façon d'approcher les sciences et sont devenus majoritairement scientifiques. C'est nous qui sommes restés dans la littérature. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 20 prochaines années, il faut changer le leadership. Il faut créer les conditions pour que les Ivoiriens suivent les bons modèles. Et je crois que notre génération est interpellée par rapport à cela. Pour vous dire simplement que notre visite ici, c'est un appel à toute la classe politique ivoirienne, à toute la jeunesse ivoirienne, pour qu'elle fasse un choix. Soit on reste dans les égremailles et le marmaillage, comme on le dit, et la malonie, et dans ces conditions-là, on continue de suivre l'ancienne voie, soit on choisit autre chose, et puis à partir de ce moment-là, on considère que les histoires d'élection du 31 et tout ça, c'est de la mauvaise foi. Clairement, chacun doit choisir sa position. Parce que demain, ne dites pas qu'on ne vous a pas averti. Demain, ce qu'on ne souhaite pas, c'est qu'on dise que non, les Ivoiriens n'ont pas été avertis. Le 1er novembre, le 2 novembre, le 3 novembre, c'est soit une Côte d'Ivoire nouvelle qui est en train de naître, soit l'ancienne. Mais la responsabilité n'est pas celle uniquement qui incombe à Niamey-Kona, à Hippo Martial. La responsabilité est celle de nous tous. Vous voyez? Donc voilà un peu ce que nous sommes venus dire au ministre. Et nous souhaitons qu'au travers de vous, ce message atteigne les Ivoiriens. Ce n'est pas une question de personnes. Nous, on n'a rien à foutre avec les personnes. Nous sommes en train de parler de système, nous sommes en train de parler de structure, nous sommes en train de parler de la Côte d'Ivoire de demain. Merci beaucoup. Deux questions, c'est fini. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Non. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Oui. On vous laisse le mot de nom. Moi, j'ai parlé, je conclue tout.